Bien, donc rebonjour à tous. Alors pour cette deuxième table ronde, en fait, on s'était un petit peu interrogé sur les thématiques qu'on pouvait aborder. Et on s'est dit que dans le département et plus largement dans la région, eh bien, on avait un tissu économique finalement assez orienté au niveau des PME. Et quand on regardait les grandes enquêtes au niveau national, eh bien, tout ce que l'on voyait au niveau de l'utilisation du e-learning, toutes les enquêtes tournaient autour des grands groupes. Donc l'objectif qu'on s'est mis en place, eh bien, c'était de se poser cette question-là. Est-ce que la formation en ligne, finalement, est-ce qu'elle peut s'adapter aux problématiques des petites et moyennes entreprises? Donc pour cette deuxième table ronde, j'ai demandé à Adrien Ferraud de l'Université de Rennes 1 de nous faire un petit éclairage sur justement l'évolution des différentes pratiques de formation à distance au sein des PME. À Elisabeth Derillac de Cifadis de venir un petit peu nous parler de justement cette problématique telle qu'elle est vécue aujourd'hui par les petites et moyennes entreprises. Et puis on terminera avec un élargissement de Michel Nison et du Lang, justement sur l'ouverture un petit peu à l'international et de se poser la question finalement ce que l'on rencontre au niveau local est-il de manière plus générale ou est-ce qu'on le retrouve ailleurs également un petit peu partout dans le monde. J'avais envie d'inviter Elisabeth Derillac à nous faire un petit peu le point justement de votre part, puisque vous avez travaillé avec Cifadis sur justement le marché des PME. Quelle est la situation aujourd'hui? Je crois que vous avez préparé un petit PowerPoint là-dessus. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, Elisabeth Derillac de la société Cifadis. Alors, juste une petite première slide, peut-être pour vous présenter notre entreprise. Moi, j'occupe un poste de responsable commercial au sein de Cifadis. Donc, ce dont je vais pouvoir vous parler, c'est ce que je connais. Mon activité m'amène finalement à rencontrer des entreprises toutes les semaines, d'être sur le terrain, d'échanger sur des projets qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas. Ça arrive aussi dans les PME que ça n'aboutit pas pour un certain nombre de raisons. Je vais donc pouvoir vous exposer, mais ça aboutit aussi la plupart du temps. Enfin, on essaye. Voilà, on peut passer la slide. Donc rapidement pour vous présenter Cifadis. Donc nous, dans le paysage du e-learning, quand vous mettez en place un dispositif e-learning dans une entreprise, en fait vous avez deux composantes principales qui sont effectivement les contenus que vous allez mettre sur les contenus de formation et la plateforme qui va vous permettre de diffuser cette formation et de la surveiller, enfin de la piloter au quotidien. Donc chez Cifadis, nous on s'occupe uniquement de la plateforme. En ce qui concerne les contenus, on travaille avec un certain nombre de partenaires qui sont experts dans la création de contenus, parfois sur des expertises métiers dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité. Donc c'est des gens qu'on va rencontrer quand il y a un projet global. Et nous on se cantonne et finalement à mettre en place l'infrastructure technologique. Donc Cifadis aujourd'hui est rattaché à une entreprise qui s'appelle Future Skill, qui fait partie du groupe Manpower et qui nous permet justement d'adresser plus facilement aujourd'hui justement des entreprises dans différentes régions de France de par le réseau, ce qui n'était pas forcément facile avant pour nous parce qu'on est une équipe de 26 collaborateurs. Au commercial, nous sommes simplement deux personnes et demie, on va dire. Voilà. Donc c'est parfois difficile d'aller aussi toucher les PME. Ça c'est aussi une des difficultés aussi, je pense, de la croissance du e-learning, c'est que effectivement, naturellement, on va plutôt effectivement avoir tendance à aller là où effectivement on va avoir un grand nombre d'utilisateurs et donc sur des centres de décision parisiens. Donc aujourd'hui on existe depuis les années 2000, hein, donc on a quand même on est presque des dinosaures dans le domaine du e-learning aujourd'hui. Et nous avons élargi un petit peu, quand on parle de e-learning, aujourd'hui on parle de formation, quand on parle de formation on parle de compétences. Et c'est vrai que nous avons, nous, essayé aujourd'hui, enfin la vision que l'on a chez Cifadis, c'est effectivement aujourd'hui de prendre les projets de formation à bras le corps, c'est-à-dire on peut avoir des objectifs généraux de formation, mais aussi on peut aussi réfléchir à construire de la formation, comme Adrien l'expliquait, sur la formation individualisée, où là on va plus s'attacher aux compétences. C'est j'occupe un métier, pour réussir mon métier, je dois mettre en œuvre un certain nombre de compétences.
si je descends une formation, on va me former sur toutes les compétences et c'est peut-être pas utile parce que si ça se trouve j'ai déjà un certain nombre de compétences et donc faire de la formation individualisée c'est aussi mesurer mes compétences, voir là où j'ai des écarts et me former là où j'ai besoin. Donc ce que ça veut dire derrière c'est aussi optimiser ses budgets formation et c'est aussi motiver l'apprenant pour éviter qu'il fasse de la redite sur des choses qu'il connaît déjà par cœur parce qu'il est déjà compétent. On va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer peut-être par une définition aussi de la PME. Si on s'en tient en fait aux définitions qu'on trouve sur Internet aussi. Voilà. Donc la PME, véritablement aujourd'hui, c'est l'entreprise qui va de 20 à 250 salariés. Et on parle aujourd'hui d'ETI pour d'entreprises de taille intermédiaire pour les entreprises qui vont de 250 à 1000 salariés. Alors, le propos, effectivement, aujourd'hui, c'était de parler des PME. Par contre, Adrien l'a évoqué tout à l'heure dans un slide, et moi, je rejoins pour ça, c'est l'entreprise étendue, l'entreprise en réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui, globalement, font peut-être 1000, 2000, 5000, 10 000 salariés. Pour autant, derrière, elles ont vraiment un comportement de PME parce qu'elles, dans le domaine des franchises, tout simplement, hein, vous disiez 4,5 personnes tout à l'heure en moyenne sur une franchise. Voilà, donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se fédèrent. Dans le domaine des cabinets d'expertise comptable, c'est aussi une réalité. Il y a beaucoup de PME aussi qui se mettent en réseau pour mutualiser des moyens. Donc la frontière finalement entre la PME, l'ETI et la grande entreprise, elle n'est pas toujours si évidente que ça, même en termes de e-learning, parce que parfois, même quand on s'adresse à une grosse entreprise, on a le cas, on a EDF en client, ça n'empêche que dans une unité régionale, on va se retrouver avec une problématique de PME, parce qu'ils ont un besoin, ils ont une logique, une réflexion de PME. On peut passer la slide suivante. Alors, pour vous situer quand même le marché du e-learning aujourd'hui, c'est une étude assez récente qui a été réalisée par le cabinet FEFOR, en fait. Le chiffre d'affaires des entreprises de moins de 1000 salariés aujourd'hui en e-learning, ça représente 7%. Donc vous voyez, c'est quand même encore assez peu. Donc on peut espérer avoir une bonne marge de progression dans les années à venir. Voilà. Alors, moi j'ai envie de vous parler de signes positifs qu'on peut trouver aujourd'hui et qui vont dans le sens et en faveur du e-learning. Adrien parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé au bout de notre plan 2012. Pour autant, quand même, on peut constater depuis quelques années, quand même, on a une amélioration des réseaux Internet, ce qui facilite quand même l'accès, effectivement, aux dispositifs e-learning qui, effectivement, sont par essence sur des solutions full web Internet. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est vrai qu'on a effectivement des organismes au PCA aujourd'hui qui sont quand même de plus en plus attentifs aux dispositifs e-learning. D'une part, parce qu'ils ont posé effectivement des conditions de 7 heures de formation titorée minimum pour une prise en charge par le e-learning, parce qu'ils prennent en compte effectivement aussi des formations qui peuvent être conduites en blended learning ou dans des modèles d'apprentissage divers, hein, ça peut être aussi avec du webconférence, de la mise en pratique d'ateliers, etc. Donc il y a quand même aujourd'hui, on voit quand on discute avec ces gens-là, des choses qui se passent, des réflexions qui avancent parce qu'ils commencent à prendre conscience qu'on arrive dans une entreprise aussi, dans un univers apprenant où les personnes se saisissent à un moment aussi de leur formation, donc on arrive quand même à une petite révolution et voilà, il y a des évolutions qui s'inscrivent. On a affaire aussi aujourd'hui à la génération millénium, donc ce sont nos jeunes, enfin ça dépend pas de la journée, mais en tout cas pour ma part ce sont mes jeunes, hein, qui ont une vingtaine d'années, qui sont effectivement des jeunes qui effectivement vont facilement se documenter sur Internet. Je prenais l'exemple tout à l'heure de mon fils qui est en train de passer son code, il s'est inscrit, je le vois jamais aller à ses cours de code, je lui dis mais je comprends pas, t'es inscrit, tu vas pas passer tes tests au code. Ah mais non, mais attends, avant d'aller au code, moi je suis en train de passer je suis en train de me former parce que j'ai trouvé des sites internet où on peut passer des quiz, etc. Donc d'abord je fais dans ma chambre, parce qu'ils aiment bien leur chambre, à cet âge-là. Et puis après, oui, parce que tu comprends, il faut prendre le bus, il faut que j'achète mon ticket, tout ça, c'est pas pratique, donc je préfère me former à distance avant. Ça me permettra d'optimiser mon temps. À 20 ans, ils parlent déjà comme ça, d'efficacité du temps. Hein.
Bon. Donc on voit bien qu'ils sont dans aussi des usages qui font que dans l'entreprise aussi, ces jeunes-là qui arrivent sont plus ouverts aussi à ces modalités d'apprentissage. Donc on a aussi développé l'accès à l'information. Adrien en a parlé tout à l'heure aussi, de dire effectivement, moi j'ai mes sites de référence, je vais me documenter dessus. Ça c'est une réalité aujourd'hui, je pense et notamment dans la TPE-PME, moi-même dans mon travail chez Sivadis, ça m'arrive de bloquer sur des problèmes. Je ne vais pas pour autant aller demander une formation, c'est vrai que je vais aller sur Internet, je vais aller me documenter. Je me suis mis sur mon réseau ma propre petite formatech que j'appelle, où je copie-colle des choses qui m'intéressent et sur lesquelles je peux revenir. Et je pense qu'on est beaucoup dans ces modalités aussi. Hein. Donc ça, ce sont des usages aussi qui se développent. Ce qui veut dire aussi que par rapport au e-learning, aujourd'hui, on est moins... le e-learning, c'est pas forcément de la formation descendante, c'est aussi à un moment un dispositif qui va vous permettre d'aller rechercher de la formation, de la stocker, de l'organiser pour pouvoir la retrouver ou la partager avec des collègues en termes de knowledge dans une entreprise. On a effectivement une tendance convergente de la formation et de l'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être plus d'ailleurs dans la TPE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, apprendre, c'est aussi à un moment être informé, savoir s'informer et savoir aussi se poser les bonnes questions. Donc il y a des entreprises qui, aujourd'hui, avec peu de moyens, et notamment dans les formations produits, où il a, et peut-être d'ailleurs pour exemple dans le domaine des télécoms, on a des clients, c'est vrai que c'est la concurrence permanente, il faut sortir le dernier produit, la dernière offre qui va faire mouche pour casser la baraque aux concurrents, et donc il faut que vite les gens qui sont dans les call centers soient formés, se saisissent de l'offre, etc. Donc dans ce cas-là, on n'a pas le temps de se développer un petit module e-learning, on n'en sort pas. Donc on va mettre à disposition une fiche produit, et puis derrière on va mettre un petit questionnaire qui permettra aux personnes de s'auto-évaluer ou de les évaluer pour voir s'ils ont bien intégré alors du coup c'est l'information, c'est pas forcément de la formation, mais c'est de l'information. Pour autant elle est pratique, elle est directe, elle est pragmatique, et ça peut suffire. Après, on arrive... Alors, il y a une chose dans les PME aussi, auxquelles elles sont confrontées, c'est quand même qu'aujourd'hui, en fait, il faut maîtriser ses charges, c'est-à-dire qu'on arrive dans un univers où il y a de plus en plus de réglementations, de plus en plus de contraintes aussi. Donc tout ça, ça a un coût, parce que ça veut dire former ses collaborateurs, leur faire passer des brevets, des certifications, etc. Tout ça, ça a un coût. Et à un moment, il faut bien maîtriser ses coûts. Donc le e-learning, c'est pas arrêter le présentiel et passer au e-learning, mais c'est trouver des solutions intelligentes qui vont nous permettre d'optimiser nos formations, nos process de formation. Alors j'avais juste mis comme ça une petite note, parce que j'avais trouvé ça, je trouvais ça intéressant. La Commission européenne, en fait, en octobre 2012, a décidé de mettre en e-learning, et non pas en e-learning, comme j'ai mis en e-learning, un programme cadre qui s'appelle PC7, en fait, pour encourager les PME innovantes, justement, à prendre part à des projets de recherche. Donc, moi, j'avais mis comme un facteur clé aussi le facteur innovation, parce que la PME, par essence, c'est souvent là qu'on va chercher l'innovation. L'innovation, elle se crée rarement dans les très grosses structures. Hein. C'est souvent des petites PME qui vont être innovantes, qui vont être à un moment absorbées par des plus grosses. Mais c'est vrai que du coup, on voit bien que aussi la PME innovante, on peut penser qu'elle est aussi ouverte aujourd'hui à ces pratiques de e-learning, parce que quand on est sur l'innovation, on travaille par essence avec de l'expertise, et l'expertise est rarement à côté de chez soi, elle est en Amérique, elle est aux États-Unis, elle est en Chine. Et donc du coup, ces modes réseau sont intéressants. Voilà. Alors, je vais vous dire maintenant concrètement sur le terrain, comment moi, ce que j'ai pu rencontrer, quel constat j'ai pu faire sur le e-learning dans les PME et par extension un tout petit peu dans les ETI. Alors, d'une part, c'est que effectivement, on s'aperçoit dans les PME, on est en général globalement sur des systèmes d'information, de captation qui sont simples et basés sur des contacts directs. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une information, on va téléphoner à l'administration, enfin voilà, on est dans des systèmes assez directs, on ne se pose pas 36 000 questions, on est assez pragmatique de ce fait et assez opérationnel. Donc, quand on a un besoin de se former, on est en général sur un besoin métier. On ne va pas dire, tiens, il faudrait que je forme, je vais appeler Sifadis, ils ont une plateforme, et puis après je verrai ailleurs pour les contenus. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. J'ai un besoin réglementaire, donc j'ai un besoin métier, je vais aller essayer de trouver la personne qui va être capable et en capacité de me faire un contenu
valable sur mon besoin de formation, et je vais demander là qu'on me mette un dispositif complet. Peut-être que je vais garder simplement d'ailleurs 6 mois ou 3 mois ou 1 an pour X personnes, et c'est tout. Ce à quoi aujourd'hui, d'ailleurs, dans notre offre, on a développé une offre qu'on appelle On Demand, voilà, pour faire dans le vent. Et cette offre-là, eh ben, c'est de se dire, aujourd'hui, vous avez besoin de vous former. Peut-être que vous avez besoin d'une plateforme 6 mois pour 1000 collaborateurs. Ben voilà, vous allez utiliser la plateforme 6 mois, 1000 collaborateurs. Et si vous avez besoin de 6 mois de plus, vous nous redirez. Mais en tout cas, on va aider l'entreprise dans sa démarche à simplifier, surtout. À simplifier le e-learning, à simplifier son approche. Et on va l'aider, on va intégrer ses contenus, on va inscrire ses utilisateurs, on va la décharger de toute cette partie technique et administration de la plateforme. Les personnes n'auront plus qu'à se connecter, on va montrer à l'entreprise comment suivre pédagogiquement, et c'est tout. Donc ça, c'est quelque chose qui se met très facilement en œuvre. Après, on a remarqué en général dans les PME, TPE, pourquoi elles en viennent au e-learning, c'est aussi dans des réseaux étendus, comme on le disait tout à l'heure, des populations à l'international. Si j'ai le temps, je vous montrerai un cas concret d'une entreprise qui s'appelle Tornier, qui travaille dans les implants chirurgicaux. Ils travaillent aujourd'hui dans leur domaine d'expertise à l'international, et le seul moyen qu'ils avaient pour rationaliser leur formation, c'était effectivement d'utiliser ces formations à distance pour avoir un vocabulaire commun, un discours commun, et mettre tout le monde dans une même philosophie de travail. On peut passer à la slide suivante. Alors la particularité aussi, c'est qu'effectivement, ça rejoint un petit peu mon point 1, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'équipe dédiée au e-learning, hein, évidemment, dans les PME. Il y a parfois une personne qui s'occupe un peu des RH, un peu de la formation. Nos interlocuteurs aussi directs sont souvent des gens qui s'occupent du marketing, parce que souvent le marketing aujourd'hui est relié à la communication, à la formation, parce qu'on a des messages justement plutôt produits à faire passer. Connaissance des produits et parcours d'intégration des collaborateurs. Et ça, l'intégration des collaborateurs, c'est un des sujets phares pour le e-learning. Voilà. Et puis, bien sûr, des budgets limités. Donc, on a dit, c'est trouver des solutions qu'on appelle dans notre jargon de rapid learning, c'est-à-dire faire des contenus à partir, par exemple, de support PowerPoint. On part de là, parce que tout le monde connaît PowerPoint. Et on va partir de là pour réingénierer, retravailler l'ingénierie pédagogique, et on va partir de ces outils-là. Voilà. Bon, puis après, on en parlera tout à l'heure dans les PME, effectivement, tout ce qui est pack de langue, bureautique, etc., qui sont des contenus qui sont favoris. Voilà. Donc, les bénéfices qu'on peut trouver du e-learning sur les PME, c'est de toucher des collaborateurs mieux et plus vite, hein, ce qu'on appelle du just-in-time. On a besoin, on y va, on déploie si vite fait, plutôt que de regarder les plannings, de rassembler les personnes, d'avoir des coûts d'hébergement, etc. De mieux piloter la formation et l'information grâce au reporting. Donc c'est aussi tout simplement parfois pour des questions réglementaires dans les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui, les visiteurs médicaux doivent être certifiés pour pouvoir vendre des médicaments. Hein, donc du coup, il faut bien avoir une trace, tout simplement, pour être en légalité. Toucher plus de monde en limitant des coûts, hein, ça c'est un réel... parce que quand vous interrogez les PME par rapport à la formation, leurs deux mots, c'est on n'a pas le temps, on n'a pas de sous. Voilà, globalement c'est ça. Hein. Donc c'est bizarre parce qu'ils vous disent ça, en même temps le e-learning, on sait que c'est une source d'économie, et en même temps c'est pas dans les PME qu'on en trouve le plus. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, quoi. Et puis le fait qu'effectivement les gens se forment sur le lieu de travail. Après, s'assurer de la prise en compte des exigences du métier, oui, c'est une manière de le faire, mais ça j'en ai déjà un petit peu parlé. Voilà, on peut parler. Donc j'ai le temps juste rapidement de... Oui, je sais parler vite, mais... Alors, je vais vous donner un exemple, la société Tornier. Donc, Tornier, je l'ai dit, c'est une société spécialiste des implants chirurgicaux. Je précise parce qu'on pense toujours aux implants capillaires, mais non, ce sont des implants chirurgicaux. 700 employés, hein, donc c'est une grosse PME présente dans 35 pays. Ils ont à peu près donc 70 produits différents aujourd'hui.
Et donc récemment, en fait, ils ont effectivement absorbé d'autres entreprises. Ils ont investi dans l'innovation pédagogique. Et donc, c'est plusieurs phénomènes ont fait que l'entreprise en fait est passée d'un statut d'entreprise familiale à une organisation qui devait d'être plus structurée et de type plutôt international. Donc voilà, ça demandait effectivement tout ça, une conduite du changement. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le e-learning, c'est la conduite du changement. Donc la cible d'usage du e-learning, c'était effectivement les équipes de technico-commerciaux, donc des filiales et des distributeurs. C'est comment à un moment on va pouvoir aussi maîtriser le fait qu'à partir du moment où on travaille en franchise, on travaille avec des filiales, des réseaux de distributeurs, comment s'assurer que les personnes ont la bonne formation. On parlait tout à l'heure des entreprises JITEM. JITEM, bon, vous avez une enseigne, vous avez une marque. Vous avez vécu dans une région, vous alliez chez JITEM, vous attendez quand vous allez dans la nouvelle région d'avoir la même qualité de service, les mêmes process de vente, etc. C'est comment vous arrivez finalement à maintenir tout ça à un moment, parce que les équipes de formation, ce ne sont pas forcément elles qui vont se balader sur toute la France, ou alors aussi, mais ça devient fatigant. Et du coup, les systèmes de formation à distance permettent de maintenir ce degré d'homogénéité et de rationalisation. Donc au départ, ils avaient en fait un cursus d'intégration des nouveaux collaborateurs de 10 jours en présentiel. Donc l'ambition, c'était effectivement, moi j'ai mis 10 jours de présentiel, ça me coûte tant, j'ai telle difficulté pour les mettre en œuvre, comment aujourd'hui je vais repenser mon ingénierie pédagogique, je vais passer une partie distance, je vais passer une partie en webconf, je vais solliciter des managers pour accompagner les personnes sur le terrain, les évaluer avant la formation, après la formation. Donc ils ont repensé tout ce dispositif et du coup, ils étaient au départ partis sur le fait de se dire on va partir dans du blended learning, hein, parce qu'aujourd'hui le tout e-learning on sait bien que ça ne marche plus, hein, on a expérimenté, ça marche pas, ça marche aux États-Unis, ça marche pas en France. L'idée c'est de marier en fait des modalités d'apprentissage. On parle beaucoup de blended learning, c'est marier du présentiel, du distanciel. Bon, pour moi ça va plus loin aujourd'hui, hein, ça va encore plus loin. Mais c'était finalement le sujet du e-learning a été l'occasion en tout cas de se saisir de cette opportunité pour finalement repenser comment on allait conduire sa formation demain chez Dornier. Voilà. Donc les objectifs qui étaient liés à la stratégie de l'entreprise, c'était développer l'image de marque de Dornier, proposer une offre de formation valorisée et valorisante qui puisse s'intégrer dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc ils ont mis en place une plateforme. Ils ont fait réaliser les premiers contenus, ils se sont formés aux outils et ils ont continué le développement des outils en interne sur la base d'une espèce de guideline qui leur avait été fabriquée par la société qui les a accompagnés sur le dispositif. Ensuite, les objectifs liés au dispositif, c'était de mutualiser, structurer et uniformiser les ressources de formation donc pour chaque gamme de produits. Éviter effectivement les choses un petit peu disparates, les supports un peu disparates, mettre en place des pratiques communes sur toutes les gammes de produits. Donc là, on est bien dans la structuration, hein, comme on disait tout à l'heure. Exploiter les ressources existantes. Hein, souvent, une des premières voies à explorer quand on veut mettre du e-learning, c'est faire un inventaire de ce qu'on a en interne pour voir comment on va pouvoir le réexploiter à distance. Comme on le disait, soit tout simplement rajouter un quiz à un moment, mais ça peut être aussi repasser par un outil qui va nous permettre de médiatiser le contenu. Développer les bonnes pratiques de la conduite et de l'entretien de vente. Hein, donc l'idée, c'était que chaque collaborateur ait un discours homogène. Et puis construire des argumentaires de vente pour mieux connaître les produits et mieux conseiller dans un environnement concurrentiel qui est assez vif quand même. Voilà, donc c'est un projet qui a été déployé en plusieurs étapes. Ça, c'est un des conseils, en tout cas, qu'on peut donner sur des entreprises, des PME étendues. C'est de commencer toujours par un projet un peu pilote qu'on va évaluer autant en termes quali qu'en termes quanti. Quali, c'est finalement, est-ce que le message pédagogique que je veux faire est bien atteint son objectif?
Voilà. Et en termes quanti, notamment sur les aspects de quiz, est-ce que je vais réussir? Est-ce que mes quiz sont pertinents? Est-ce qu'ils ne sont pas trop durs, trop faibles? Et ça, vous ne pourrez le savoir que si vous faites un petit peu de quanti sur l'évaluation de votre dispositif. Donc ça, c'est une des recommandations, effectivement, c'est toujours démarrer votre projet par des phases pilotes qui vont vous permettre aussi de vous roder aussi vous-même et d'introduire de la conduite du changement dans votre entreprise. Et ensuite, effectivement, faut pas, entre guillemets, faut pas se prendre le chou, faut pas faire d'usine à gaz. Donc faut y aller pas à pas, faut construire avec ses moyens, faut pas se mettre des ambitions trop fortes non plus, parce que sinon on n'y va jamais, ça c'est sûr. Donc il faut, même si on a une ambition trop forte, eh bien, il faut y mettre 2, 3, 4, 5, 6 étapes, il faut y aller tranquillement. Et puis se donner les moyens. Ce qu'il faut, c'est surtout réfléchir comment on y va, comment on va pérenniser, et surtout évaluer régulièrement son dispositif pour voir si on est sur la bonne voie aussi. Hein. Voilà, globalement, ce que je pouvais dire. D'accord, merci Elisabeth pour cette présentation. Alors, on était un petit peu, on a commencé par quelques points noirs un petit peu avec Adrien sur justement l'intégration de ces dispositifs dans les PME. Entre-temps, on a avancé, mais il y avait un point que j'avais noté, c'était notamment le peu de culture techno que tu as évoqué et qu'on ne retrouve pas forcément ici. C'est-à-dire que là, les salariés des entreprises finalement adhèrent complètement aujourd'hui à ce type de dispositif ou est-ce qu'il y a encore des freins? Alors oui, il y a encore des freins, mais les freins ils sont pas toujours là où on croit. C'est-à-dire qu'un des facteurs clés de succès pour que les dispositifs e-learning marchent bien, c'est aussi que le management soit impliqué dans la démarche. Alors déjà que ce soit une volonté de la direction générale, parce qu'on s'aperçoit que quand ça part de la volonté d'un métier qui n'a pas le soutien de la direction générale, ça a toutes les chances de faire un flop. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est à partir du moment où on a le soutien de la direction générale, c'est aussi impliquer le manager direct du collaborateur. Parce que souvent, le manager direct considère que la formation, c'est du temps perdu. C'est malheureux, mais c'est quand même encore un constat que l'on fait. Et donc, l'idée, c'est aussi, à un moment, d'impliquer le manager dans la chaîne de valeur de cette formation. Hein, donc l'intégrer, soit parce qu'il va avoir les outils pour suivre, soit parce qu'on va bien lui expliquer qu'il faut qu'il laisse du temps à son collaborateur, que la formation dure tant de temps, etc., et qu'il soit vraiment mobilisé. Maintenant, l'apprenant, comme on le disait, je pense qu'il y a une histoire aussi de génération, mais à partir du moment, moi j'ai en tête un exemple, on a mis en place une plateforme e-learning au CHU de Reims pour une population de médecins et d'agents hospitaliers. C'était vraiment pas gagné d'avance parce que notamment les médecins sont un peu réfractaires, ce sont des gens qui ont le savoir et qui n'aiment pas se trouver confrontés devant des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Enfin, je tire un peu des généralités, hein, mais globalement, c'est quand même des freins qui nous avaient été énoncés, donc j'invente pas, ça c'est sûr. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'idée, c'était de se dire, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du présentiel enrichi. C'est-à-dire qu'on a fait une formation en salle. Lors de cette formation en salle, on a pris un quart d'heure pour dire aux apprenants, tiens, maintenant vous allez vous connecter à la plateforme, on va vous montrer ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez en attendre et ce que ça peut vous apporter. Et là, il y a une adhésion formidable au dispositif. Et donc c'est très bien passé. Donc il faut effectivement ne jamais oublier que l'apprenant est au cœur du dispositif et quelles sont les conditions de réussite en fait qui vont faire que l'apprenant en fait va effectivement exploiter le dispositif. Il ne faut jamais perdre de vue ça. Ouais. D'accord. Alors sur les aspects justement, ces aspects relationnels, ils sont particulièrement prégnants dans les toutes petites entreprises. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure avec les franchises. Est-ce qu'il y a déjà un frein au niveau de la formation, on va dire classique? Est-ce que les PME ont la capacité à faire à la fois du blended learning et à la fois du e-learning et mettre leurs salariés en formation? Alors, je voudrais quand même revenir sur la question de taille. Quand Elisabeth présente une PME de 700 personnes, et que moi je vous parle d'expérimentation sur des TPE, PME moyennes de 15 personnes maximum, ça n'a rien à voir.
Et il faut qu'on soit clair là-dessus, sinon on met tous les œufs dans le même panier. La question d'entreprises qui sont très souvent familiales, mais quand je dis familiales, ça veut dire qu'il n'y a que la famille qui bosse. Et ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, notre problématique, c'est que ces petites PME qui ne sont pas encore des franchises, il y en a des millions en France. Il y en a des millions en France. Et la question sur laquelle j'ai mis l'accent, ce sont les PME qui sont directement visées par le dispositif de France Numérique 2012 et le dispositif avant, justement, et qui sont des très petites PME, voire des TPE, TPE, PME, mais très limitées. Or, ces PME, TPE ont effectivement des problématiques qui sont déjà des problématiques, notamment très souvent travaillent sous la houlette d'un, deux, trois grands clients, notamment les entreprises dont on a parlé, des entreprises qui, eux, effectivement, utilisent du e-learning. Parfois, ils partagent effectivement les mêmes systèmes, c'est-à-dire qu'il y a des toutes petites entreprises qui ont accès aux plateformes, mais d'autres entreprises, et c'est vraiment l'objectif. Il faut savoir que pour la même taille, si vous voulez, aujourd'hui, l'utilisation des TICE ou des TIC est tout simplement des toutes petites entreprises, je vais l'appeler comme ça, de moins de 10 salariés, et à peu près 50% des pays anglo-saxons. C'est-à-dire on utilise ces toutes petites entreprises, on n'utilise même pas la moitié du potentiel qui est utilisé dans les autres pays européens, mais qui sont des pays du nord de l'Europe et puis des pays anglo-saxons. Donc les problématiques ici sont des problématiques beaucoup plus, je dirais, d'intégration, de véritablement intégrer la formation au travail, mais même pas au niveau de quelque chose qui serait voire différencié du moment de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, et que les générations dites Y, Millennium, etc., nous apprennent, c'est qu'ils ne font plus la différence. Ceux qui font la différence, c'est les vieux. Ils ne font pas la différence entre le travailler, l'apprendre, le s'informer, voire le jouer. C'est nous qui faisons encore cette différence-là. Et donc, la problématique est, d'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a des entreprises qui ne sont parfois même pas connectées à Internet. Même pas un mail propre avec le nom et le prénom. Combien de fois j'ai demandé à des petites entreprises, des artisans, etc., s'ils avaient une boîte mail, et ils me donnaient une boîte de je ne sais pas qui éventuellement lui aurait retransmis le message. Donc, nous en sommes là. Donc, la question, effectivement, c'est d'aider peut-être ces entreprises, et c'est ce que veulent faire avec les web schools, les entreprises, à faire de la co-formation. Parce qu'il s'agit bien de savoir utiliser tout l'océan d'informations qui existent sur le net. Je rappelle ce que dit le patron de Google. Il dit arrêtez. Alors, je vais me faire peut-être des ennemis. Il dit arrêtez de chercher la bonne plateforme. Le web est la plateforme. Et ça, je le crois vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on va se retrouver avec des modalités, et je le dis clairement, c'est par le biais de l'imputabilité que nous sommes en retard par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et notamment à l'utilisation du web comme plateforme. C'est parce que, pour des raisons qui sont à la fois justes, mais qui donnent des effets pervers, il faut la traçabilité. Il faut une traçabilité pour pouvoir être repayé, pour facturer les heures, etc. Mais au fond, au niveau de la compétence, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est que quand il y a un problème qui arrive, quand le réel nous résiste, il faut trouver une information, voire trouver l'information, mais non pas directement par une énorme base de données, mais par l'expertise qui la possède. La vraie information, celle qui va nous arranger, elle est dans les têtes. Ça veut dire qu'il faut notamment faire, je dirais, du tag, du métadonnées de tête. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vais vous donner des exemples italiens. Au Moyen-Âge, dans la Toscane, ils avaient organisé des guildes, vous savez, des guildes, et donc ils répondaient à des appels d'offres, par exemple, pour le marché de Dresde. Donc ils envoyaient, il y avait des courriers qui arrivaient en disant on a besoin de telle étoffe, etc., etc. Et un seul artisan ne pouvait pas la faire. Donc ils répondaient en groupe. Eh bien, il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui, du côté encore de la Toscane. Ils sont remis à faire la même chose, mais cette fois-ci grâce au réseau Internet.
avec une circulation de l'expertise en temps réel. Donc, effectivement, il y a, et attention, je ne dis pas que d'un côté il y a ça, de l'autre côté il y a les méchants qui distribuent de l'information, etc. Mais il faut savoir que il y a une information structurée et dont on a encore besoin, et descendante, par exemple une information procédurale, une information législative, une information qui n'a pas beaucoup de chances de changer dans les années qui viennent. Celle-ci, vaut mieux qu'elle soit structurée, vaut mieux qu'elle soit descendante, vaut mieux qu'elle soit normative. Parce que notamment, si on est obligé de donner, comme le dit Elisabeth, la même réponse client, on va dire, dans des pays différents, forcément. Mais dans d'autres cas, et de plus en plus, on a besoin d'une information fluide, d'une information just in time, mais qui se trouve parfois dans l'expertise de certaines personnes. Et aujourd'hui, je le dis clairement, les plateformes traditionnelles, celles que sont encore vendues pour la majorité, sont finies. Si une plateforme n'est pas capable de processer, mais ça c'est... Je n'ai rien à vendre, je suis de l'université, donc je peux me permettre de dire ça. Voilà. Donc, les plateformes qui seront capables effectivement de trouver leur marché seront des plateformes ouvertes, c'est-à-dire des plateformes qui sont à la fois capables de donner une information structurée, par exemple en déployant du rapid learning ou autre, mais qui en même temps sont des plateformes 2.0, c'est-à-dire la possibilité à la fois d'avoir une information structurée, mais à la fois d'avoir de l'information à partir de faiseurs d'opinion, ce qu'on appelle aujourd'hui des personnes qui font de la redocumentation. Cherchez sur Internet, vous trouverez l'importance de la redocumentation, et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y aura d'un côté une information structurelle, traditionnelle, enfin descendante, ce que vous voulez, etc., et de l'autre côté, quelque chose qui fait, à un moment donné, il faut que je cherche l'expertise, et je vais chercher parmi, par exemple, les articles produits par un expert, l'information qui m'intéresse.